Le président états-unien Donald Trump visé par une procédure de destitution, une nouvelle attaque du camp démocrate qui pourrait bien se retourner contre la gauche américaine. Le ministre de la Culture Franck Riester lance sa révolution de l'audiovisuel français. Reporté à de nombreuses reprises, le projet de loi prévoit la création d'une maison mère des sociétés audiovisuelles publiques, un outil pour tenter de faire face aux géants de la vidéo à la demande. Depuis lundi, les agriculteurs, à l'appel de plusieurs syndicats, se réunissent le soir pour allumer des brasiers et s'élever contre la possible réforme des zones de non-traitement par les pesticides. Ils craignent des conséquences négatives sur leur récolte. Madame, monsieur, bonsoir. C'était une attaque prévisible et envisagée depuis longtemps. C'est à présent chose faite. Les démocrates états-uniens ont engagé une procédure de destitution à l'encontre du président Trump. Une procédure plus politique que juridique qui pourrait se retourner contre la gauche américaine qui semble jouer son va-tout à 1 an de l'élection présidentielle. Mardi 24 septembre 2019, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, annonce le lancement d'une procédure d'impeachment contre le président républicain en exercice Donald Trump. Une procédure de destitution lancée à 400 jours de l'élection présidentielle et qui n'était pas une évidence, même pour la chef de file démocrate qui a longtemps rechigné à y avoir recours. Les faits reprochés à Donald Trump sont divers. Tout d'abord, les conclusions d'une enquête sur des prétendus faits d'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, mais aussi, et surtout, fait nouveau qui a mené à la procédure, le dossier ukrainien, une affaire dans laquelle est reproché à Donald Trump des conversations avec son homologue fraîchement élu, Volodymyr Zelensky, en juillet dernier, et dans lesquelles le président républicain aurait réclamé à son interlocuteur de faire mener une enquête sur les activités gazières troubles du fils de l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, Hunter, en Ukraine à partir de 2014. Sur ce dossier, le président des États-Unis a tenu à répondre dans son style, c'est-à-dire très directement. And she's talking impeachment. So I think that, and by the way, she hasn't even seen the phone call. The phone call was perfect. The call that wasn't perfect and the words that weren't perfect were Joe Biden with respect to his son. And his son takes away millions of dollars out of Ukraine and millions of dollars out of China. And you don't talk about that. It's a real disgrace. We have the whole transcript of the call, which will be released tomorrow, and comments will be put with respect. It was a perfect call. There was no quid pro quo, unlike Biden. C'est donc un coup risqué porté par les démocrates. Ainsi, si ceux-ci ont quelques dossiers sous le coude, ils devront discréditer au maximum le président en place. Pas une mince affaire quand on connaît l'animal politique qu'est Donald Trump. En effet, si de nombreux défauts peuvent être trouvés au personnage, sa vulgarité, son impulsivité, son caractère belliciste, une qualité ne lui fait pas défaut, la ténacité. Pour parvenir à ses fins, la gauche états-unienne devra retourner l'opinion contre le président. En effet, la procédure d'impeachment se déroule en 2 temps. L'impeachment à proprement parler, qui est voté telle une loi à la majorité simple par la Chambre des représentants, une chambre dominée par les démocrates, d'où l'activation de la procédure. Deuxième phase, le procès dit impeachment trial qui se tient devant le Sénat. Pour aboutir à une destitution, il faut atteindre la majorité des 2/3. Or, le Sénat est majoritairement républicain. Pour faire basculer la Chambre haute, il faudra donc un retournement de l'opinion qui contraindrait la majorité des sénateurs à tourner le dos à leur président. Et si la gauche américaine ne parvient pas à retourner la population contre le trublion milliardaire, on pourrait tout à fait parvenir à un retour de bâton qui profiterait à une réélection du président. Bill Clinton, qui lui aussi avait fait l'objet d'une telle procédure, était apparu comme une victime devant la population et avait même réussi à remporter les élections législatives de mi-mandat qui suivirent. Et de la même manière que les républicains à l'époque, les démocrates peuvent à leur tour faire du mal dans leur propre camp. En effet, pour de nombreux électeurs démocrates, la gauche américaine passe plus de temps à dire du mal des républicains qu'à construire un projet authentiquement alternatif. L'impeachment, outil juridique à forte coloration politique, ne peut prendre qu'en retournant complètement l'opinion et en acculant les sénateurs républicains. Ce qui se joue, plus qu'une procédure très formelle, c'est surtout un combat de communication. Des 3 procédures lancées contre des présidents en exercice, aucune n'est jamais arrivée à son terme. Celle lancée par les démocrates mardi ressemble surtout à un coup de poker pour tenter d'empêcher Donald Trump de s'assurer sa réélection en novembre 2020. Le gouvernement dévoile la bande-annonce de sa réforme de l'audiovisuel. Mardi, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé que les principales entreprises de l'audiovisuel public devraient être regroupées au sein d'une même entité, un chambardement pour réaliser des économies et résister à la puissance des géants du numérique. Thibaut Bastide.
L'union fait la force, c'est en somme la conclusion de la grande réforme de l'audiovisuel. Lancée par l'ancien ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et repoussée à plusieurs reprises. L'évolution de l'audiovisuel devrait prévoir une régulation mieux adaptée aux enjeux du numérique et par la même occasion résister à la domination des plateformes telles que Netflix ou Amazon. C'est d'ailleurs en ce sens que l'actuel locataire de la rue de Valois, Franck Riester, a dévoilé mardi son grand projet pour l'audiovisuel public français. Éclaté depuis la fin de l'ORTF en 1975, les sociétés Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde, qui regroupent la radio RFI et France 24, devraient ainsi être à nouveau réunies sous une seule et même entité mère baptisée France Média. Cette dernière, dont la création pourrait intervenir en 2021, détiendra 100% du capital des sociétés filles, à l'exception d'Arte et de TV5 Monde, en raison de leur statut particulier de coopération internationale. Un mastodonte de l'audiovisuel français donc, calqué sur le modèle de la BBC au Royaume-Uni. Le but, faire de l'audiovisuel public une référence alors que son modèle est depuis plusieurs années décrié pour ses dysfonctionnements et sa partialité vis-à-vis de l'État. Le tout sur le dos du contribuable qui finance aux 2/3 le budget de ces entités. D'ailleurs, concernant la présidence, ces dernières années, les différents gouvernements ont expérimenté le choix direct par l'exécutif puis par le CSA. Et aucun de ces deux modes de désignation ne s'est révélé satisfaisant. À l'étranger, pratiquement tous les patrons de l'audiovisuel public sont nommés par leur conseil d'administration. Ainsi, France Média disposera d'un tel conseil où l'État n'aura pas la majorité des sièges et le président de la République nommera in fine la personne qui aura été choisie par le conseil et qui aura été approuvée par le CSA et le Parlement. Un mode de nomination censé assurer la protection de l'indépendance de l'audiovisuel public. Au-delà du souci d'indépendance, en mutualisant les forces, le gouvernement souhaite également s'armer face aux géants des plateformes du numérique qui ne sont pas soumises aux mêmes restrictions. Ainsi, le projet de loi autorisera la publicité dite segmentée sur les chaînes, comme la diffusion de pubs géolocalisées mais de manière encadrée. Et une troisième coupure pub sera autorisée pour les films et téléfilms qui dépassent 1h30 sur les chaînes privées. Une façon d'assurer la pérennité financière de ces chaînes mises à mal, notamment sur le secteur du cinéma. Pour tenter d'équilibrer les forces, les chaînes pourront diffuser des films n'importe quel jour de la semaine, alors qu'une disposition visait à protéger les salles de cinéma en interdisant la diffusion cinématographique le mercredi, le vendredi et le samedi. En guise de coup de grâce contre les plateformes de streaming, le gouvernement entend ainsi obliger les services de vidéo à la demande à financer la production française à hauteur de 16% de leur chiffre d'affaires. Reste à savoir de quelle manière la loi pourra contraindre les plateformes étrangères à se plier à cette obligation, surtout lorsque l'on sait tout le mal qu'a eu le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour imposer sa taxe GAFA qui s'avère finalement n'être que de la poudre de perlimpinpin. Du feu et de la colère. Depuis lundi, des syndicats agricoles appellent à se mobiliser contre le projet de zone de non-traitement avec des pesticides. Reportage à Coudray dans l'Essonne de Géraud Dufayet. Les agriculteurs mettent le feu. À l'appel de la FNSEA et du syndicat Jeunes Agriculteurs, des dizaines de feux ont été allumés partout en France, comme ici à Coudray dans l'Essonne. L'objectif, interpeller le grand public sur la question des zones de non-traitement. Un projet qui limiterait l'usage des pesticides près des activités humaines. Aujourd'hui, on a voulu matérialiser au travers de ces différents feux qui ont lieu ici dans l'Essonne, mais dans 17 départements en France, voire même peut-être plus, de matérialiser la souffrance que subit le monde agricole au quotidien, au travers de l'agribashing, au travers du contexte économique, au travers des décisions que prennent notre gouvernement en défaveur de l'agriculture. Je pense que le malaise est très général. Je pense qu'en effet, les zones de non-traitement, c'est aujourd'hui la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et qu'aujourd'hui, on ne comprend plus les décisions qui sont prises. Persuadés d'être victimes d'un bashing permanent, les agriculteurs dénoncent l'accumulation des mises en cause de leurs pratiques, dont l'utilisation des pesticides en tête. Pourtant, souvent premières victimes des produits sanitaires, les agriculteurs pourraient plaider pour des méthodes alternatives. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand on interdit un produit, on nous laisse 2 ans pour trouver une alternative. Sauf que le temps de la science, c'est pas le temps de la politique. Si M. Macron veut interdire tel produit dans 2 ans, c'est parce qu'il veut que ce produit soit interdit pendant que lui, il est sous mandat. En fait, on s'en fout qu'il soit sous mandat. Ce qu'il faut, c'est que le produit, s'il est dangereux, il soit interdit, mais qu'on laisse le temps à la science de trouver une alternative. Pour trouver une alternative, il faut des fois 10 ans. Que moi aussi, je suis père de famille, moi aussi, j'ai pas envie d'empoisonner
mes enfants ou ma famille ou mes voisins. Voilà, il y a tout un mouvement en ce moment qui croit plus en la science et qui veut revenir au Moyen-Âge et c'est pas du tout ma vision de l'agriculture. Si la question des zones de non-traitement a réussi à mobiliser les agriculteurs, la profession essuie une crise plus globale. Prise en étau par la grande distribution et les accords internationaux, le secteur agricole semble avoir succombé dans un cercle vicieux mortel pour bien des exploitants. Le monde agricole est en danger déjà premièrement économiquement. Et puis comme si ça suffisait pas, y a le climat, il y a la pression de l'agribashing, des bêtises qu'on peut entendre dans certains médias des fois ou certaines personnalités qui sont interviewées et qui racontent n'importe quoi et qui tous les paysans qui sont derrière moi, ça les met hors d'eux. Arrêtons de creuser ce fossé entre le monde agricole et le monde citadin. On ne protège pas notre agriculture, c'est-à-dire qu'on signe des traités de libre-échange qu'il faut rentrer des produits que nous on est capable de produire et en fait ça ne fait que baisser les prix de vente de nos produits. Tant qu'on ne sera pas payé en conséquence de la qualité qu'on fera, on n'y arrivera pas. Je veux dire, moi je produis du blé de qualité qui correspond à des normes de standards de haute qualité et je suis concurrencé par des blés russes ou des blés brésiliens ou quoi qui sont des fois OGM. Qui n'ont pas les mêmes charges de production que moi et je le vends le même prix quoi. Donc en fait je suis pas concurrentiel. Et si le gouvernement semble avancer vers des décisions de façade en instaurant des zones de non-traitement de quelques mètres, ces feux de colère devraient toutefois être poursuivis par les syndicats agricoles, au moins jusqu'au 22 octobre, journée de mobilisation nationale. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Une adoption qui tourne mal, une petite fille de 6 ans adoptée par un couple d'Américains a rapidement éveillé les soupçons. Notition complète, vocabulaire élaboré et comportement agressif. La fillette a également tenté de pousser ses parents adoptifs dans une clôture électrique, d'empoisonner leur café et de les poignarder pendant leur sommeil. Effrayés, les parents ont alors décidé d'abandonner l'enfant qu'ils avaient adopté et de fuir au Canada. Après une enquête des services sociaux américains, la petite Natalia serait en réalité née en Ukraine en 1989. Elle a donc 22 ans. Frappée de nanisme, elle aurait modifié son état civil pour se faire passer pour une petite fille. Pour couronner le tout, le comportement violet de Natalia s'expliquerait par sa sociopathie. Une demande en mariage qui restera gravée dans le marbre. Un jeune Américain ayant décidé de déclarer sa flamme avait tout prévu pour demander la main de sa fiancée. Après avoir réservé une chambre d'hôtel sous-marine à Zanzibar, en Tanzanie, Steven Weber a plongé dans l'eau avec un masque et des palmes pour nager jusqu'à la fenêtre de la chambre sous-marine. Il a alors présenté une lettre à sa compagne où il écrivait « Je ne peux retenir mon souffle suffisamment longtemps pour te dire que je t'aime en toi ». La jeune femme qui filmait la scène a dit oui, mais Steven Weber n'a visiblement pas réussi à remonter à la surface et se serait noyé sans avoir entendu le oui de sa future épouse. Greta Thunberg va encore pleurer. En Autriche, les autorités ont le projet de fusionner un glacier alpin de plus de 3000 mètres avec le domaine skiable. Le chantier, pris en photo par l'association WWF, aurait déjà été bien entamé. Le projet aboutira au nivellement d'une surface de plus de 60 hectares pour refaire des pistes de ski et combler les crevasses. Un aménagement qui, en plus de détruire une partie du glacier, posera vraisemblablement des problèmes pour l'approvisionnement en eau de la vallée. Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie fait le ménage dans son entourage. Le 23 septembre, le tribunal militaire de Bilda, à 50 km d'Alger, a entamé le procès de plusieurs personnalités proches de l'ancien chef d'État. Le verdict est tombé. Saïd Bouteflika, frère cadet et conseiller du président déchu, a été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le procès s'est tenu à huis clos, loin des caméras. Le nouvel homme fort du gouvernement, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a également participé à ce procès, mais son objectif premier reste d'organiser l'élection présidentielle au mois de décembre prochain. Sarkozy, Juppé, NKM, Macron, LR, LREM, Aurore Berger aiment changer de rôle et pour cause, le député des Yvelines a de qui tenir. En effet, les parents de cette véritable girouette de la vie politique française sont eux-mêmes des comédiens. Sa mère interprète la voix de Kelly Lang dans Amour, gloire et beauté, mais la gloire vient surtout de son père qui est tout bonnement la voix de Sylvester Stallone, qui fait d'ailleurs son grand retour aujourd'hui dans Rambo 5.
Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. TV Liberté vous propose un entretien exclusif avec le responsable d'une ONG russe, Maxime Grigoriev. Au terme de 2 mois d'enquête, il nous révèle le vrai visage de l'organisation des Casques Blancs. Nous avons interviewé plus de 40 ex-casques blancs qui nous ont parlé d'une manière extrêmement précise et pointue sur les centres de leur organisation complètement organisés, créés et pilotés par les organisations terroristes avec les noms, les lieux, les indications précises des personnes qui le faisaient. Vous pouvez donc bien nous confirmer que les casques blancs étaient sous contrôle de ces organisations terroristes? Nous pouvons assurer avec certitude que plusieurs centres de casques blancs étaient contrôlés par des groupuscules terroristes ou des formations militaires illégales. Nous avons des témoignages des gens qui avaient pour charge amener des ordres écrits des organisations comme Jabhat al-Nusra aux structures des casques blancs, des ordres qui étaient suivis à la lettre. Ce soir, retrouvez également Perle de Culture. Louis-André reçoit la critique d'art Aude de Queyros pour évoquer la controverse autour du bouquet de tulipes conçu par Jeff Koons et offert à la ville de Paris en mémoire des victimes de l'attentat du Bataclan. Tout de suite, retrouvez la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Gustave est très remonté à propos des élections prochaines. Il dit que le municipal, c'est le premier stade où les gens comprennent ce que c'est que de ne pas être entendu. Et ça commence quand ils voient commander une douzaine de bancs publics, même pas dignes d'une aire d'autoroute, qui polluent visuellement une petite cité où il y a des façades du XVIe siècle, ou des abribus rouges vifs. Ils se demandent, les administrés, qui a pris la décision d'acheter ça, et ils ont toujours un mal fou à le savoir. Eh bien, il faut qu'on sache désormais, il faut envoyer des espions dans ces équipes municipales trop soudées, qui feront leur coup en douce avec des fournisseurs choisis on ne sait pas comment, mais c'est pas gagné parce que les gens, me dit-il, n'ont toujours pas compris qu'il faut absolument qu'ils votent pour que ça change. Et les politiques, eux, n'ont pas compris non plus que c'est pas une question de s'inscrire ou non sur les listes électorales. Récemment encore, là, Le Pen disait « inscrivez-vous », mais c'est pas le problème. Il y a largement assez d'inscrits. La vraie question, c'est d'y aller quand on est inscrit. J'ai fait le compte, me dit-il, à Campagnol, comme ça pour voir, c'est effrayant. Quand tu regardes bien, la moitié des électeurs inscrits vivent ailleurs. Et parmi ceux qui vivent et qui travaillent ailleurs, un tiers seulement remonte au village pendant les élections pour aller voter et personne ne fait de procuration par paresse. Donc il y a à peu près un quart des inscrits qui ne votent pas. Mais c'est pas comme on nous dit pour protester, c'est pas parce qu'ils sont dégoûtés de la politique, c'est parce que c'est trop compliqué tout simplement, si j'ose dire. Et comme il y a de plus en plus de gens dehors, parce qu'ils ont dû aller trouver du travail ou parce qu'ils se sont mariés ailleurs, tu m'as compris, me dit-il, ceux qui restent sont là pour magouiller entre eux. Au Conseil, il y a une majorité d'agriculteurs, par exemple, alors qu'ils représentent 10% de la population, et vas-y que je te vote des avantages qui profitent aux agriculteurs, et tout le monde trouve ça normal, eh ben pas moi. Alors qu'est-ce que tu proposes, lui ai-je dit, pour que les gens qui travaillent à Toulouse votent dans leur village sans être obligés de revenir? Attends, me dit-il, mais quand tu travailles à Toulouse et que tu n'as pas mis les pieds au village depuis 2 ans, qu'est-ce que tu fais avec ta taxe foncière? Tu la payes ici ou ailleurs? Tu payes à distance, évidemment, par Internet. Alors ça coûterait quoi de rajouter un espace électeur dans ton compte France Connect? Déjà, tu payes tes impôts par Internet, c'est obligatoire maintenant, tu as un numéro unique, on sait que tu es majeur, on peut savoir facilement si tu es inscrit, on te donne un bulletin virtuel avec 11 noms et tu votes pour la liste de ton choix sans bouger de Toulouse ou de Dunkerque ou du Brésil si tu travailles au Brésil. Tandis que là,
si tu veux voter au village, il faut aller dans une gendarmerie, ou là où tu habites, ou un commissariat, attendre parmi des mains courantes, remplir un papier en 2 exemplaires. Le gendarme a l'air de s'en foutre littéralement. Ensuite, il te laisse un bordereau, puis il envoie le formulaire à Campagnol. Et puis je te raconte pas, si tu habites au Brésil comme Jean-Claude, à Campagnol, quelqu'un va voter à ta place. Qui, ça suppose que tu connaisses quelqu'un assez bien pour lui dire tes préférences, pour lui faire confiance quand il vote. En fait, tout est fait pour dissuader les gens de signer une procuration. C'est ça la vérité. C'est compliqué au départ, à l'arrivée, c'est compliqué psychologiquement. Et il n'y a aucune chance que ça s'arrange, puisque bientôt la majorité des gens seront hors du village pour travailler les 9/10 de l'année. Mais ce qu'on comprend pas, lui, je dis, c'est pourquoi ils s'inscrivent pas à Toulouse, enfin là où ils vivent en ce moment. Eh bien, il me répond parce que demain, ils seront ailleurs qu'à Toulouse. Ils ont l'habitude d'être promenés comme ça de plus en plus par leurs employeurs, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils changent sans arrêt de vie. Et Campagnol, c'est le seul lieu permanent dans leur existence, et pourtant c'est le lieu où ils ne décident plus rien. Eh ben, il faut que ça change, me dit-il. Et tu proposes quoi, à part peindre en jaune les préfectures? Eh ben, déjà, on pourrait commencer par ça. Voilà, c'était Gustave dans le texte, j'en dis pas plus, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, merci. L'hypermarché Casino d'Angers vient de faire le choix d'ouvrir ses portes le dimanche après-midi et de faire fonctionner le magasin sans agent de caisse. La pratique s'est déjà installée de manière ponctuelle à Paris notamment. L'idée cette fois, c'est qu'il n'y ait strictement aucun employé de caisse dans le magasin. Le client fait le choix de ses achats, établit tout seul comme un grand le ticket de caisse et paye ses achats tout seul comme un grand garçon. La caissière a la mine patibulaire, scannant sans enthousiasme votre paquet de petits beurres et vos mouchoirs Kleenex avec forces et soupirs. C'est fini le dimanche après-midi. Le progrès, le vrai progrès, est en route. La nouvelle n'a pas vraiment déclenché l'enthousiasme des foules. Et même, je dirais, au contraire. L'ouverture de l'hyper, le fameux dimanche d'ouverture de septembre, a été accompagnée d'une manifestation CGT avec tambours et trompettes. Le délégué syndical a expliqué que, j'ouvre les guillemets, les gens n'ont pas besoin d'une demi-journée de consommation supplémentaire. Fermez les guillemets. Merci, monsieur. Heureusement qu'il y a la CGT pour nous rappeler le caractère sacré du repos dominical et l'éminente dignité de l'homme que l'on ne peut réduire à sa seule consommation matérielle. Mais une question mérite d'être posée. Et si elle allait nous manquer, notre caissière au soupir à fendre l'âme? Avons-nous vraiment envie de troquer son vernis à ongles rose fuchsia contre le plastique gris d'un scanner à la voix robotisée? Et puis, scanner soi-même ses articles, c'est grisant, c'est peut-être rigolo, mais bon, c'est quand même un travail pour lequel nous qui faisons nos courses, nous ne sommes pas payés. Si ça se ressentait sur les prix en rayon, ça se saurait. On a vu dans d'autres domaines le résultat. On gère son compte en banque en ligne tout seul, comme un grand. On se sert tout seul à la pompe à essence, comme un grand, etc., etc. Mais la qualité de vie et de service en est-elle vraiment meilleure? En ce qui me concerne, j'ai pris une décision irrévocable. La prochaine fois que je croiserai le regard de ma caissière de supermarché, je lui ferai un sourire angélique parce qu'elle le mérite bien. J'espère simplement qu'elle ne prendra pas ce sourire pour une avance inconvenante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.